Bel événement. Donc, le spectre de ma présentation, il va être assez différent de ceux des autres que j'ai vus ce matin. J'étais malheureusement pas présent hier et je compte sur les actes du colloque pour pouvoir rattraper mon retard sur les sujets très intéressants qui ont été traités. Donc, mon cas est un cas très pratique qui est actuellement en cours. Donc, dans mon activité d'architecte restaurateur, je suis actuellement confronté à ce cas, c'est-à-dire l'hôtel de Montessuie de Jules Lavirotte, dont je vous parlerai aujourd'hui et que j'ai sous-titré « Le problématique d'intervention sur un monument transformé ». Et je vous expliquerai dans ma présentation comment ces transformations ont été réalisées dans le temps. Quelle est la problématique qui se pose à nous, qui est commune à beaucoup de nos interventions à beaucoup ici dans la salle, et comment effectivement la déclaration de Turin, entre autres, aide à essayer de trouver des solutions. Donc déjà, l'édifice ou le contexte de cette opération, cet édifice qui est né comme un hôtel particulier, est aujourd'hui l'école italienne de Paris. Elle a ce rôle depuis quelques dizaines d'années notamment, et puis surtout, elle est restée très très peu de temps à un hôtel particulier, c'est-à-dire, pardon, elle est restée très très peu de temps à un hôtel particulier, c'est-à-dire une résidence privative. Il bénéficie d'une protection au titre des monuments historiques en France, c'est-à-dire il est inscrit depuis 1975 sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Aujourd'hui, on dit qu'il est inscrit au titre des monuments historiques. Et donc nous sommes aujourd'hui en train de rédiger le projet d'exécution de ces travaux qui vont donc avoir lieu l'année prochaine. Donc, je m'aperçois en écoutant mes prédécesseurs, Beck aussi, avec lequel je dois m'entretenir tout à l'heure, que finalement mon intervention ici n'est pas sans intérêt, parce que je vais effectivement glaner un certain nombre d'informations possiblement sur des problématiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Où est-ce que se situe cet édifice dans le 7e arrondissement? On l'a localisé, on est à quelques encablures de la Tour Eiffel, entre la Tour Eiffel et l'Hôtel des Invalides. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en termes de protection, il ne se situe pas dans ce qui est le secteur sauvegardé du 7e arrondissement, donc qui détermine un niveau de protection général du contexte urbain. On est plutôt sur une protection d'un édifice individuel et isolé. Là, le bâtiment, que vous voyez donc ici en bas à droite, fait en réalité partie d'une opération de spéculation. Ce n'est pas visiblement un cas isolé comme on l'a vu précédemment. Cette opération de spéculation qui voit Jules Lavirotte comme l'un des, j'y reviendrai tout à l'heure, comme l'un des protagonistes, inclut du coup la construction de cet hôtel particulier. Donc vous voyez, on le reverra tout à l'heure, une première esquisse de façade, mais également un immeuble de rapport, 2 immeubles de rapport qui sont construits au 3 du Square Rapp, donc qui est l'immeuble qui se trouve au milieu, et puis surtout le grand immeuble de rapport du 29 avenue Rapp, très emblématique de l'art nouveau parisien et donc bien évidemment dû au même auteur, et que nous verrons les 3 immeubles dus au même auteur, et sur lequel je reviendrai brièvement tout à l'heure, et qui nous sert aussi comme sujet de réflexion dans le cadre de notre restauration. Donc, Jules Lavirotte, il est sans doute moins connu que ses contemporains de renommée internationale, tels qu'Henri Sauvage ou encore Hector Grémard. Jules Lavirotte, il a laissé une œuvre plus limitée qui s'échelonne sur une vingtaine d'années, mais absolument remarquable, et à laquelle rend honneur, seul à ce jour, une biographie éditée à l'initiative de l'Association des Amis de l'œuvre de Jules Lavirotte, et qui a été rédigée par l'un de ses descendants, Yves Lavirotte, et par un architecte, Olivier Barancy. De cette œuvre sont tirées un certain nombre d'illustrations historiques que je présenterai.
et les autres des recherches que nous avons nous directement conduites, notamment aux archives de la ville de Paris. Jules Lavirotte naît à Lyon en 1864. Il commence ses études à l'école de Beaux-Arts de Lyon, puis il les poursuit à l'école de Beaux-Arts de Paris sous l'enseignement de Paul Blondel, Grand Prix de Rome en 1876. Entre 1896 et 1899, cet architecte réalise ses premières commandes, parmi lesquelles on retrouve un édifice privé en Tunisie, Nabila Saint-Cyr au Mont d'Or, ou encore les premiers immeubles tels que le 151 rue de Grenelle, le premier immeuble de rapport, est considéré aussi comme sa première commande parisienne. Et sera suivi donc quelques années, très très rapidement, par le 12 rue Sédillot, dont je vous parlerai. On y voit là un immeuble de rapport qui est encore, on va dire, dépendant des canons d'un certain éclectisme de la Belle Époque, mais dans lequel des détails décoratifs déjà présagent du foisonnement décoratif qu'on lui reconnaîtra vraiment très peu de temps plus tard. Son œuvre donc continue entre 1900 et 1906. En réalisant d'autres immeubles de rapport, rue de Grenelle, avenue Wagram ou encore rue Saint-Dominique. Parallèlement aux immeubles locatifs, entre 1903 et 1913, il répond à des commandes plus modestes. Il participe notamment à la réalisation de constructions à bon marché, de villas et encore de certains hôtels particuliers. Parmi ces commandes les plus remarquables de cette époque figure un hôtel privé au 23 de l'avenue de Messine, qui lui vaudra pour la 3e fois d'être récipiendaire du premier prix de concours des façades de la ville de Paris, ce qui est une honneur extrêmement élevé, je crois, pas tout à fait unique de l'avoir reçu 3 fois, mais en réalité ça montre l'importance de ce esthétique et la reconnaissance de son œuvre sur ce plan par ses contemporains. Donc il avait reçu ce prix la première fois en 1901 pour l'immeuble de la rue Sédillot, et le 3e, il le reçoit en 1907, pour cet immeuble rue de Messine, le 2e ayant été reçu en 1905. Je veux passer sur les années successives de Jules Lavirotte parce que le temps passe, mais en réalité, il réalise un certain nombre d'édifices publics un peu partout en France, à Évian, à Compiègne, à Vitry-sur-Seine. Sa carrière sera écourtée à partir de 1920, lorsque un terrible accident va le contraindre, va le rendre très invalide, et ensuite il décédera en 1929. Venons donc sur l'immeuble de rapport je reviens un instant sur l'immeuble de rapport de l'avenue Rapp, donc que vous voyez en haut à gauche. Celui-ci qui est son œuvre majeure, est réalisé, et ça expliquera un certain nombre de caractéristiques de l'hôtel de la rue Sédillot, avec Alexandre Bigot, céramiste spécialisé en grès, et qui est le dirigeant de l'usine Alexandre Bigot, et un partenaire, M. Combe, est un partenaire de cette opération de spéculation, tout comme Madame de Montessuie. Dans cet édifice en particulier, donc le 29 avenue Rapp, l'architecte va laisser cours à sa verve débordante en revêtant la façade sur rue de céramique, donc, ce qui servait aussi à créer un parfait panneau publicitaire pour la société Alexandre Bigot. Donc, venons à l'immeuble de la rue Sédillot. Vous voyez donc à droite le plan. Il a été quelque part modifié par la suite, mais donc avec un escalier monumental sur la gauche, un escalier principal, un escalier de service, un ascenseur entre les deux, et puis la façade sur rue qui cache. Là, on est sur le plan du deuxième étage, du premier étage, pardon, dans lequel on a quelques chambres, et puis une organisation qui est faite par une riche travée posée sur la gauche, auquel s'opposent des travées qui, malgré une riche décoration Art Nouveau, gardent une organisation plus orthogonale.
Il a été longtemps considéré comme, à nouveau, comme l'une des principales réalisations de l'art nouveau parisien, par exemple, avec l'immeuble construit pour Yvette Guibert au 23 bis du boulevard Berthier, ou encore l'hôtel particulier de Guimard, rue de la Fontaine, construit en 1911. Alors, je n'ai pas le numéro de... Oui, tout à fait. La façade, juste un détail, la façade que vous voyez réalisée, bien évidemment, elle présente des sensibles différences avec le projet initial, notamment au niveau des lucarnes, ou encore du dôme, du projet du dôme. Quelques détails de la riche décoration de cet immeuble, qui est en grande partie très bien conservé. J'y reviendrai dans les slides suivantes. Pardon. Quelques détails de mosaïque de l'entrée. Et puis, par exemple, une partie des menuiseries qui se trouvent aujourd'hui à l'intérieur. Vous verrez pourquoi dans quelques instants. La porte d'entrée, les détails de la porte d'entrée qui était en réalité, vous l'avez vu, vous avez en bas à gauche le projet initial de celle-ci. En haut à droite, la façon dans laquelle il a été réalisé. Il semble que ce projet a été modifié en suivant l'inspiration de la porte d'entrée du Castel Béranger entre le projet et l'exécution, alors que le projet initial de Jules Lavirotte, connu, a pu inspirer celui d'Henri Tassu en 1906, que vous voyez en bas à droite. Donc, le palimpseste décoratif de cette façade, ce qui aujourd'hui nous pose un certain nombre de sujets. Donc, vous voyez que Lavirotte s'associe à un certain nombre de créateurs. Pardon, je vais le lire plutôt ici. Alexandre Bigot, donc il s'agit d'un hôtel particulier, intervient ici de manière plus modeste que sur l'immeuble du 29 avenue Rapp. Réalise, et sont encore visibles dans cette photo ancienne, sur le chiffre 1, les chéneaux et les gargouilles qui sont aujourd'hui manquants, des incrustations florales, de thème floral sous la corniche, ce sont des dalles, des balustres fuselés en grès rose au premier étage, ainsi que des briques vernissées sur la façade sur cour. Dont Delanger est à l'origine du très beau travail de ferronnerie, qui aujourd'hui est encore conservé, et le sculpteur Lubinet procède aux bas-reliefs floraux et aux bas-reliefs zoomorphes, notamment sur la travée principale. Donc un zoom sur l'activité, sur la pratique d'Alexandre Bigot, céramiste fondamental pour la production française de l'Art Nouveau, qui avait un large et riche catalogue. Il a fait l'objet en particulier d'une monographie par Hélène Bédag, Alexandre Bigot, chimiste et céramiste. Là, on a juste identifié vraiment une partie tout à fait réduite de son catalogue qui a une très, très forte importance pour ce qui concerne les céramiques de revêtement, avec différentes typologies, en particulier celle du revêtement sans contiguïté, c'est-à-dire que ce sont des éléments, des inserts qui étaient noyés dans un banc directement dans un banc de ciment, donc vous devez donner lieu à des compositions libres, des revêtements à contiguïté imparfaite, c'est-à-dire des éléments on va dire prémoulés, préfabriqués, qui avaient une trame prédéfinie, mais dans lequel les vides étaient remplis avec une certaine liberté, et puis finalement des revêtements à contiguïté parfaite, c'est-à-dire donc des carreaux de céramique courants, et en termes d'implantation. Et bien évidemment, il travaille avec les plus grands architectes de l'époque, non seulement Lavirotte, bien évidemment, mais là, tout en haut, vous avez Auguste Perret, son œuvre rue Franklin, et puis des éléments effectivement particuliers des cheminées et des éléments plus libres. En particulier, pour ce qui concerne l'hôtel particulier de la rue
il avait créé ils sont issus de ce catalogue les éléments de gargouille en haut à droite, travail extrêmement riche, les dalles dont je vous parlais placées sous la corniche que vous voyez là à gauche, et puis ces éléments de chéneaux, de revêtement de chéneaux qui, encastrés les uns après les autres, constituent donc une ligne, une crête continue de chéneaux. Un bref aperçu pour vous montrer dans quelle mesure les modifications en réalité ont radicalement transformé une des parties intérieures de l'hôtel de Cédio. D'abord, donc, en 1923, la belle cour et la façade sont couvertes par une société immobilière avec la construction d'une salle intérieure, une salle de réunion, donc ce qui modifie qui impacte très fortement les dispositions internes. Mais ça arrange l'État italien qui l'achète en 1930, ça devient la maison du fascisme à Paris. Il est saisi par la guerre, par les autorités françaises pendant la guerre, et ensuite restitué à l'État italien qui finalement, après-guerre, y installe l'école italienne. Donc notre intervention actuellement en cours, un diagnostic bien évidemment très détaillé des pathologies en cours, un repérage de différents types de matériaux dans lequel vous voyez notamment en violet les éléments en grès et tout en haut les éléments des toitures en ardoise et métal, mais aussi en plomb. Alors là, c'est marqué en grès flammé, mais en réalité, ce sont des éléments, les mains courantes en plomb, qui se trouvent sous le dôme, sur la gauche. Cartographie, bien évidemment, d'état sanitaire. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, je ne vous parlerai pas vraiment des questions de restauration lapidaire qui sont en réalité relativement simples. Il y a un problème de jointoiement. Bon, mais ce qui nous intéresse véritablement, ce n'est pas ce qui est là, mais ce qui n'est plus là. Et en particulier les parties disparues des zones hautes de la façade. Donc, l'opération comportera un certain nombre d'améliorations techniques, en conservation des menuiseries, bien évidemment, elles seront complètement restaurées. Et puis, on rajoutera dans une épaisseur tout à fait limitée des verres plus performants pour améliorer le confort thermique intérieur. Et voici à nouveau la façade dans laquelle elle se présente dans son état actuel. Et l'analyse comparative, effectivement, de ce qui a disparu et de ce qui a été modifié. Donc, vous voyez que toute la partie de décoration d'Alexandre Vigo, donc juste au-dessus de la crête de corniche, a été supprimée. A été supprimée entre les années 1950 et 1972. Donc, c'est quand même une perte relativement récente. Ce qui bien évidemment doit influer dans notre jugement quant à notre capacité de le restituer. Le très, très riche et très beau décor du dôme, décor en plomb, j'y reviendrai tout à l'heure, et ainsi que certains éléments, les cheminées, certains détails du rez-de-chaussée, mais qui, pour des raisons fonctionnelles, sur lesquels on ne peut pas agir. Nous avons pu, donc, pour orienter notre travail, mais aussi pour le chantier à venir, adopter les principes de projet et un protocole d'intervention qui se sont voulus conformes à la déclaration de Turin 1994, qui a le mérite, entre autres, de préciser et adapter au contexte particulier de l'Art nouveau les principes et lignes générales de conduite définis par la Charte de Venise 30 ans plus tôt. Dans le sillage des principes que nous devons généralement adopter pour toutes nos interventions, que ce soit sur de l'Art nouveau ou pas, la déclaration de Turin nous rappelle l'exigence de la collecte de données visant à une compréhension approfondie des spécificités de cette architecture, de cette technicité péculière et de l'ambition artistique de son concepteur, mais aussi de son caractère ici pleinement évident des atmosphères ne supportant pas l'amputation survenue de pans entiers de ses traits artistiques fondamentaux, effacés au fil du temps par des parenthèses d'incurie et des interventions maladroites et peu sensibles, ayant visé à développer un maximum de fonctionnalités et avec un minimum de dépenses. D'autre part, la déclaration de Turin oriente le praticien pour des volets opérationnels d'intervention, appelant les participations d'artisans d'haute valeur pour la restitution d'éléments disparus, notamment dans le champ de la céramique flammée et d'ouvrages d'ornementation de toit en métal. Et donc j'y viens pour conclure.
Nos grandes difficultés aujourd'hui, et ça reprend une partie la présentation de M. Beck tout à l'heure, sur le fait, de la restauration, mais ça, on va pouvoir sans doute y arriver sans des problèmes particuliers, mais surtout la restitution d'éléments disparus. Vous avez là, sur la gauche, un élément restant, le seul élément restant de la crête en chéneau qu'on avait. Là, vous avez au milieu en bas, la crête conservée, bigot conservé sur l'immeuble de l'avenue Rapp. Et puis, sur la droite, je vous ai mis un certain nombre de poteaux qui doivent nous être parmi les éléments qui doivent nous guider pour la restitution chromatique des éléments de gouttière. Là, quelques dessins effectivement d'exécution et surtout qui nous restituent la richesse du dispositif initial et l'appauvrissement absolument remarquable que les travaux mal menés dans les années 1950 et 1972 ont généré sur cette façade magnifique. La même question donc pour les gargouilles, avec une identification de cette liaison, de ce hiatus qui désormais est entre les lucarnes avec cette descente en PVC. Quelques détails du membron, peu importe. Et puis je vais conclure avec le riche décor du dôme, qui aujourd'hui fait l'objet d'études de définition et de technique. Vous voyez comment la perte de ce type d'ouvrage impacte très très fortement l'unicité de l'œuvre d'art dont on parle ici. Mais les techniques sont connues, elles sont réplicables, elles sont aujourd'hui encore identifiées. Il s'agit en réalité principalement d'un décor en feuille de plomb de 3 mm posé et plissé sur une structure en zinc qui elle-même est portée par des hampes en fer fixées dans la charpente. Et ce sont des techniques, vous voyez encore un exemple, celui-ci la légende n'est pas correcte, il se trouve à Toulouse. Et là, vous avez un chantier actuellement en cours ou récemment terminé au Château des Coins fait avec des techniques équivalentes qui avaient été mises en œuvre là à la fin du 19e siècle. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que là, on rejoint aussi le patrimoine matériel au patrimoine immatériel, dans la mesure où les couvreurs, zingueurs et ornementistes de Paris sont aujourd'hui candidats au patrimoine immatériel dans leur technique, au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et donc, il y a une nécessité de leur fournir du travail permettant de poursuivre ce savoir-faire. Merci.